Bonjour à tous, on est ravis de vous voir aussi nombreux pour cette session du groupe Francophile. Je vais laisser la parole à notre présidente, Lobna. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on va commencer à l'heure et vous allez avoir l'honneur et le privilège d'écouter mon ancienne patronne, donc Madame Marie Plante, qui est la spécialiste mondiale de la trachélectomie et des questions qui ont lien à la grossesse dans le cancer du col. On peut faire passer la présentation, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier Dr. Lobna Oudama de m'avoir invité à donner cette conférence. Et vous ne savez pas comment je suis désappointée de ne pas être avec vous en personne. Les circonstances dans notre service font que c'était difficile pour moi de m'absenter pendant plusieurs jours. Donc, je suis en virtuel, mais j'espère bien avoir une autre opportunité de venir vous rencontrer. Alors, on va discuter de la place de la chimiothérapie néoadjuvante pour préserver la fertilité dans le cancer du col. Oh, Lobna, ça ne marche pas. Je vais arrêter. Donc, bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier Dr. Lobna Oudama de m'avoir invité à cette présentation, à votre meeting. Et puis, je suis vraiment désappointée de ne pas être avec vous en personne. Les circonstances dans notre service font que c'était plus difficile pour moi d'être absente pendant plusieurs jours. Donc, j'espère quand même avoir l'opportunité de revenir vous voir prochainement. On va donc discuter de la place de la chimiothérapie néoadjuvante pour préserver la fertilité dans le cancer du col. Je n'ai pas de conflit à vous partager. J'aime bien présenter cette diapositive-là parce qu'en un seul coup d'œil, on peut voir l'évolution incroyable dans la prise en charge du cancer du col depuis les 30 dernières années, où essentiellement la trachélectomie radicale était la seule option disponible. Et puis, c'est vraiment le moteur de la préservation de la fertilité qui a amené les changements, notamment la trachélectomie, puis par la suite le ganglion sentinelle. Et puis, si on va regarder vers la droite, on parle maintenant presque de conisation. Alors, c'est toute une évolution dans la prise en charge des traitements. Puis, j'aime bien en profiter pour saluer mes deux amis et collègues de toujours, Dr. Dargent, que vous avez tous bien connu, et professeur Roy, qui était mon ami aussi, puis qui est décédé il y a à peu près 1 an et demi. Ces deux hommes ont vraiment révolutionné la prise en charge du cancer du col. Vous savez certainement que pour les lésions de moins de 2 cm, le standard actuellement pour les femmes qui désirent préserver la fertilité, c'est la trachélectomie radicale. Toutefois, pour les patientes qui ont des lésions un petit peu plus volumineuses, de 2 à 4 cm, quelle est la meilleure option, non seulement pour préserver la fertilité et la fonction ovarienne, mais aussi pour avoir de bons résultats oncologiques et obstétricaux? En fait, il y a deux options. La première option, c'est de procéder d'emblée avec une trachélectomie radicale upfront ou une chimiothérapie suivie d'une chirurgie de préservation de fertilité. C'est sûr que la trachélectomie radicale abdominale permet d'obtenir des paramètres qui sont plus longs, plus larges et de faire une chirurgie plus radicale. Et de fait, la procédure peut être faite dans des lésions qui sont plus volumineuses. C'est une étude ici de Chine où il y avait au total de 330 patients, dont 132 avaient des lésions de 2 à 4 cm qui sont les patients qui nous intéressent. Et puis, les résultats oncologiques sont très bons, mais vous voyez que plus de 2 tiers, presque 2 tiers des patients ont nécessité un traitement adjuvant dû à des critères pathologiques défavorables. Et curieusement, 91% ont reçu de la chimiothérapie, ce qui n'est pas tout à fait le standard, peut-être en France ou en Europe, puis en Amérique, c'est plutôt de la radiothérapie qu'on donne par la suite. Certainement, vous êtes confortable et connaissant sur les critères de Sedlis et puis les critères de Peters. Mais si vous avez une tumeur de plus de 2 cm, le moindrement qu'il y aurait des envahissements lymphovasculaires, techniquement, cette patiente-là devrait recevoir de la radiothérapie. Alors, le problème, comme vous le voyez pour les critères de Sedlis et de Peters, le problème de faire une trachélectomie d'emblée, c'est qu'il y a une forte proportion de patients qui vont nécessiter un traitement adjuvant, souvent qui soit de la radiothérapie, selon les endroits bien sûr, et puis ça va faire un impact important sur la fertilité, la fonction ovarienne et aussi sur la qualité de vie. Puis chez les patients qui n'auront pas besoin de radiothérapie, il reste que la trachélectomie radicale abdominale est associée avec un taux de complications obstétricales plus élevé, notamment la rupture des membranes prématurées, les accouchements prétermes. Et il y a aussi beaucoup plus de complications de fertilité, incluant les sténoses du col, l'insuffisance ovarienne et aussi le syndrome d'Asherman dû au fait que souvent les artères utérines sont sacrifiées. Donc, la trachélectomie upfront, c'est une bonne chirurgie avec une bonne radicalité, de bons résultats oncologiques, mais c'est associé avec un taux de radiothérapie adjuvante qui est quand même significatif, avec une morbidité chirurgicale plus élevée et plus d'impact négatif sur la fertilité et de moins bons résultats obstétricaux. D'où l'option d'offrir d'abord une chimiothérapie néoadjuvante pour réduire la taille de la lésion et
et permettre de faire une chirurgie moins radicale à la suite, réduire les risques d'avoir à donner de la radiothérapie et d'avoir de meilleurs résultats de fertilité et obstétricaux. La chimio néoadjuvante n'est pas sans difficulté ou complexité. Il y a beaucoup d'enjeux que j'aimerais aborder avec vous rapidement, dont la réponse à la chimio, les agents de traitement, le stallage ganglionnaire, le type de chirurgie et les résultats. Sans aller dans le détail parce que le temps va manquer, mais on peut dire globalement que le cancer du col est tout de même un cancer qu'on dit qui est tout de même chimiosensible. Et globalement, on envisage ou on estime que 70% des patients vont avoir une bonne réponse au traitement de chimiothérapie. En contrepartie, ça c'est important, les patients qui ne répondent pas bien à la chimio néoadjuvante, c'est un marqueur de mauvais pronostic. Comme vous voyez sur la diapo, les écarts de survie sont très importants entre les patients qui répondent ou qui ne répondent pas bien à la chimio néoadjuvante. En contrepartie, les patients qui répondent bien à la chimio néoadjuvante, c'est un facteur de pronostic de meilleure survie. Quant aux agents de chimiothérapie, écoutez, il n'y a pas de consensus clair. Le standard de base initial, c'était ce qu'on appelait le TIP, qui était le protocole italien dans le SNAP2, qui était le Taxol ifosfamide platinum. L'ifosfamide de plus en plus été écarté dû à la toxicité puis la gonadotoxicité. Donc, la plupart des gens actuellement utilisent Taxol 6 ou Taxol carbo, parfois même en dose dense, comme dans le cancer ovarien. Puis, vous voyez que plusieurs autres régimes qui ont été utilisés. J'avais fait une petite revue de littérature il y a quelques années, et puis ce qu'on remarque globalement, c'est que le taux de réponse était à peu près 71%, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et le taux de ganglion positif à 7,8%. Puis essayez de vous rappeler de ces deux chiffres-là, je vais y revenir dans quelques minutes. Alors donc, la plupart des patientes, à ma connaissance et à mon expérience, vont tout de même retrouver une fonction ovarienne normale après la chimio. Et personnellement, je leur propose, si elles ne sont pas prêtes à avoir des enfants, de prendre des contraceptifs cycliques afin d'avoir des menstruations chaque mois. Mais les patientes qui répondent bien à la chimio, ils répondent vraiment très bien. C'est impressionnant. Comme vous pouvez voir ici, c'est une patiente qui avait eu du dose dense, Taxol carbo, puis ce qui restait à la fin, malgré une lésion de 3,5 cm, c'était du haut grade. Il est essentiel de faire des bons examens colposcopiques après chaque traitement pour voir l'évolution de la réponse et aussi, très important, une résonance magnétique que l'on fait au début des traitements et après 3 traitements dans le but d'évaluer la réponse. Il y a récemment eu une étude du Gemelli en Italie qui ont comparé d'ailleurs la résonance magnétique après 3 traitements à la tumeur sur la pièce pathologique de trachélectomie et la concordance était très bonne sur 11 des 13 cas. Donc, ça veut dire que la résonance est très prédictive de la réponse au traitement. Un autre gros enjeu, c'est la question du stallage ganglionnaire. Est-ce qu'on doit la faire avant la chimiothérapie ou au moment de l'opération? Ben, c'est controversé. Personnellement, je préfère le faire d'abord. Il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Si on fait le stallage ganglionnaire avant, bien, il est possible qu'on détecte des patientes qui sont N+, auquel cas, ben, en principe, c'est des 3C1, puis en principe, la plupart des gens voudraient préférer un traitement chimio-radio. En contrepartie, on sait que la chimiothérapie peut réverser certaines patientes qui ont des ganglions positifs et les rendre ganglions négatifs et leur permettre d'avoir une chirurgie de préservation de fertilité. Vous voyez dans cette étude où on a comparé la chirurgie primaire versus une chimio néoadjuvante et la chirurgie par la suite, le taux de ganglion est à peu près 3 fois moins, ce qui suggère bien que la chimiothérapie peut être efficace. Taux de réponse à 72%, exactement les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, donc c'est tout à fait concordant. Encore une fois, en contrepartie, on sait que globalement, les patients qui ont des ganglions positifs ont généralement un moins bon pronostic. C'est un facteur de mauvais pronostic. Alors, la question est toujours pareille, est-ce qu'on offre à ces patientes un traitement conservateur? Ben, écoutez, c'est controversé. Personnellement, comme je vous disais, je préfère quand même faire les ganglions en premier et ne pas donner la chimio par la suite si elles sont positives. L'autre gros enjeu, c'est le type de chirurgie qu'on devrait faire suite à la chimio néoadjuvante. Bon, vous le savez sûrement, la tendance récente est de faire des chirurgies moins radicales chez les patients qui ont des tumeurs de petit volume de moins de 2 cm. Alors, c'est des exemples de trachélectomie simple. J'aime bien une trachélectomie plus qu'une conisation. C'est quand même des bons prélèvements de portions de col. Et dans notre étude qu'on a publiée quelques années, on est quand même 75% de nos patients qui ont accouché à terme. Donc, c'est vraiment des résultats obstétricaux qui sont favorables. Vous avez sûrement pris connaissance de la magnifique publication de Philippe Maurice, qui fait une revue de littérature très extensive et qui compare les différents types de trachélectomie. Et pour les tumeurs de moins de 2 cm, bon, le taux de récurrence est à peu près comparable. Mais si vous regardez dans le corps en rouge à gauche, en bas, c'est sûr que les côtés obstétricales, c'est avantageux si on fait une trachélectomie simple ou une conisation.
Alors, c'est encore une fois un peu controversé de savoir le type de traitement. Personnellement, la façon que la raisonne, c'est que chez une patiente qui a une réponse à toute fin pratique complète ou très optimale, avec peu de réponses résiduelles à la résonance magnétique, je pense qu'une trachélectomie simple ou une large conisation, c'est sans doute suffisant. Mais par contre, chez une patiente qui a une réponse incomplète ou insatisfaisante, ou une lésion de près de 2 cm résiduelle, c'est peut-être plus prudent d'avoir une trachélectomie un peu plus radicale. Les résultats obstétricaux, ben, les méta-analyses suggèrent que les résultats sont plutôt bons. Presque la moitié des patientes, comme vous voyez dans cette étude, sont tombées enceintes. C'est une étude ici systématique, une revue systématique de plus de 200 patientes, 23 études. 85 des patientes ont eu une grossesse. Et vous voyez dans leur cadre blanc que près du tiers des patientes ont eu une conisation ou trachélectomie simple. Donc, il y a vraiment une tendance vers ce type de traitement après la chimio néoadjuvante. Certainement aussi, vous connaissez la grosse étude de Bente Wegner, cette revue de littérature, puis ça confirme de façon très claire que le taux de prématurité avec une trachélectomie simple ou une conisation est nettement plus bas que suite à une trachélectomie radicale abdominale, des taux de 57 versus 15 c'est significatif en termes de prématurité. L'étude ici de Manco, très importante, qui fait une revue comparant la chimio néoadjuvante avec la trachélectomie versus la trachélectomie radicale upfront, puisque ça dit finalement, c'est que plus de femmes vont tomber enceintes avec la chimio, plus de femmes qui vont avoir des enfants à terme et en santé, puis un taux de récurrence assez comparable. Vous voyez ici que le taux de grossesse avec succès, 70 versus 21, c'est énorme la différence. Les chances de tomber enceinte, 21,7 versus 7, et puis le taux de récurrence 10 versus 7, qui est à peu près comparable. Une autre étude américaine cette fois, avec un taux de réponse de 92 de la chimio, qui est franchement excellent, et un taux de récurrence à 6 qui est tout à fait comparable au taux de récurrence avec une trachélectomie abdominale et de bons résultats obstétricaux. Alors, ici, ma patiente qui avait sa fameuse lésion de 3,5 cm. Et puis, c'est sûr que les jeunes, quand on leur dit « Oh, vous allez perdre les cheveux, c'est toujours bien épouvantable, c'est toujours bien terrible. » Bon, ma patiente, honnêtement, n'a pas trouvé ça si pire, puis elle en a fait même un enjeu esthétique, comme vous pouvez voir. Mais au final, si c'est ça qu'on ramène à la maison, je me dis, coudonc, ça vaut la peine. Alors, malheureusement, il y a très peu de chances qu'une étude randomisée puisse être faite qui va comparer les deux alternatives parce que c'est des patients qui sont quand même très rares, difficilement à sélectionner. Puis ça prendra un nombre de patients incroyable pour démontrer une différence statistique. Alors, on est obligé de se relier sur des études rétrospectives de plus petits nombres et donc la qualité de la littérature n'est pas très forte. C'est donc la raison pour laquelle on a décidé de développer le protocole, peut-être vous avez entendu parler de Quintessa, ou Néocon, une étude que nous avons initiée, c'est multicentrique et international, dans le but d'évaluer justement la préservation de fertilité chez les patientes avec des stades 1B2, ganglions négatifs et des lésions de 2 à 4 cm. On n'a pas le temps de passer à travers le détail du protocole, mais le concept, c'est de évidemment faire la résonance magnétique, faire les ganglions, et si c'est négatif, 3 cycles de chimiothérapie, évaluation par résonance magnétique, et puis par la suite, comme vous le voyez sur le schéma, selon le type de réponse, si elle est complète ou en tout cas très satisfaisante de moins de 2 cm, on procède avec une chirurgie de préservation de fertilité. Alors, actuellement, on vise 90 %. Nous en avons actuellement 10 de recrutés. On espère, et je passe mon message, on espère que Gynéco, le groupe, va se joindre. J'ai entendu parler que c'était possible. Puis je tenais à vous dire aussi qu'on va offrir 1 000 € par patient. C'est une véritable aubaine. Alors, je vous invite chaleureusement à joindre le protocole et mettre l'épaule à la roue. Les Français, vous avez toujours une participation exemplaire au protocole en col, vous êtes très fort. Alors, qu'est-ce que je pense de la chimio néoadjuvante, sa place dans la prise en charge? Bien, personnellement, pour les lésions de moins de 2 cm, je ne crois pas qu'il y ait d'indication véritable de chimio d'abord. Je pense qu'une trachélectomie d'emblée, c'est tout à fait suffisant. Pour les patients qui ont des lésions de 2 à 4 cm, bien, les deux options sont possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je préfère la chimio d'abord. Et puis pour les lésions de plus de 4 cm, bien, il y a une étude, je n'ai pas trop le temps de vous montrer, à moins que vous me donniez plus de temps par la suite, mais considérons que c'est franchement expérimental. Et j'aime toujours compléter ma conférence, ma présentation en disant ceci, ne pas sous-estimer le cancer du col. C'est correct d'être moins radical, c'est correct de vouloir être moins agressif chirurgicalement, c'est correct de vouloir préserver la fertilité,
mais il ne faut pas que ça soit au prix de mettre en péril les résultats oncologiques et la survie des patientes. Et c'est là que ce n'est pas toujours évident parce que plus on est conservateur, plus on prend des risques. D'où l'importance de sélectionner les patients de façon vraiment très, très méticuleuse. Et encore une fois, de ne jamais sous-estimer le cancer du col. Alors, en vous remerciant de votre attention, et puis je demeure disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions dans la salle. Sinon, on en a quelques-unes de notre côté. Oui, bonsoir, Rajiv Ramanan de Besançon. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir la place de l'immunothérapie en néoadjuvant et éventuellement, il y a eu quelques travaux sur l'immunothérapie associée à la vaccination anti-télomérase. Est-ce qu'on a des possibilités de les utiliser en néoadjuvant? Est-ce qu'il y aurait un intérêt ou pas? Ou quelque chose de perspective, je ne sais pas. Ben, écoutez, je pense que je n'ai pas la réponse à votre question. À ma connaissance, évidemment, l'immunothérapie fait son chemin dans le traitement du cancer du col et puis ça semble intéressant. Présentement, c'est plutôt en récurrence. Ça a été essayé en concomitant en première ligne dans les cancers localement avancés. L'étude Carla, mais ça n'a pas été une étude positive. À ma connaissance, je ne connais pas de protocole d'immunothérapie en néoadjuvant. Peut-être que ce sera quelque chose éventuellement qu'on verra puis qui augmentera la réponse au traitement, mais actuellement, je ne connais pas la réponse à votre question. Moi, j'ai une question donc, à vous poser. Merci pour cet exposé, riche d'une expérience assez impressionnante. Donc, je voulais vous demander si pour vous, cette prise en charge pouvait être considérée comme un standard, c'est-à-dire l'option entre une chimio néoadjuvante ou une trachélectomie abdominale élargie par rapport à l'inclusion nécessaire de ces patients dans un protocole de recherche. C'est-à-dire, est-ce que vous recommandez qu'on fasse une proposition de chimio dans le cadre d'un protocole de recherche ou est-ce que ça peut être proposé en standard aux patients? Je vous dis ça parce que on a rédigé des recommandations françaises sur la prise en charge du cancer du col. Et pour la question spécifique de la préservation de la fertilité, nous n'avons pas retenu la chimio néoadjuvante comme un standard qui pouvait être proposé aux patientes. Surtout sur le critère de celles qui ne répondent pas, parce que quand elles répondent, c'est bien, mais quand elles ne répondent pas, c'est très compliqué. Et il nous trouvait difficile de proposer cette chose-là de manière commune, en pratique courante. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Je pense, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas justement de standard de soins très clair. Et malheureusement, la littérature se limite à des études rétrospectives qui, dans la plupart des études, ce n'est pas un très grand nombre de patients. Puis c'est souvent une sélection variable, des protocoles différents, etc., etc. Ce qui fait que la littérature est un petit peu difficile à interpréter. Puis c'est ce que je disais, malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra un jour faire une étude prospective randomisée. C'est juste pas possible pour ce genre de patients-là, c'est comme trop rare. Donc, ce qu'on a de mieux présentement, ce sont de petites études rétrospectives. C'est la raison pour laquelle on a voulu faire le protocole Contessa dont j'ai parlé en fin de présentation et je vous invite chaleureusement à participer. Je pense que cette étude va nous permettre justement de collecter une base de données solide avec un protocole standardisé, structuré, bien organisé. Et puis, bien évidemment, les options sont les deux qu'on a proposées, à moins que la patiente ait une change d'idée puis veuille avoir une hystérectomie radicale, ce qui est correct aussi. Donc, a priori, je ne peux pas dire qu'il y a un standard très clair. Je pense que plusieurs sont plus à l'aise avec une trachélectomie d'emblée, radicale d'emblée, mais avec les inconvénients que j'ai expliqués au cours de la présentation. Parce qu'au final, si on s'embarque dans tout ça, c'est parce qu'au bout de tout ça, on va avoir une grossesse. Et je pense qu'en termes obstétricaux, la chimio néoadjuvante me paraît avantageuse. Mais c'est comme on dit, c'est comme un sujet qui est en évolution, puis qui... voilà. Une question de Witold.
Bonjour et félicitations pour votre présentation particulièrement claire. J'ai une question concernant la stadification ganglionnaire en amont de la chimiothérapie néoadjuvante. Donc, dans votre protocole de l'essai, donc, on voyait que c'était stadification ganglionnaire plus ou moins GS avec un mapping. Du coup, quel est votre protocole idéal en fait de mapping? Je parle ici en fait, quelle méthode de détection du ganglion sentinelle vous préférez? Quel point d'injection et la posologie éventuellement? Oui, bon, écoutez, c'est semblable aux autres protocoles comme dans Santicol que vous connaissez sûrement très bien. Donc, a priori, on demande le verre d'indocyanine. Par contre, si quelqu'un veut y adjoindre en plus, par exemple, le technicium pour augmenter les probabilités de détection bilatérale des sentinelles des deux côtés, c'est autorisé aussi. Comme vous le savez, le bleu seul est probablement la moins bonne option parce que le taux de détection est quand même plus faible. Donc, minimalement, le verre d'indocyanine, injection à 3 heures, 9 heures au niveau du col. Vraiment un protocole standard comme Santicol et la plupart des autres études. Actuellement, on a demandé dans le cadre du protocole, en plus du sentinelle, la lymphadénectomie en ajout. Pour la raison que dans les lésions de 2 à 4 cm, les données sur la sécurité du ganglion sentinelle seul sont moins solides que pour les lésions de moins de 2 cm. Encore une fois, les résultats de Santicol 3 vont probablement nous éclairer sur la sécurité oncologique du sentinelle seul, mais pour l'instant, on voulait y aller de façon vraiment très sécuritaire dans le cadre du protocole. Donc, on demande le sentinelle et l'évaluation ganglionnaire. Merci Marie. Je vais aussi avoir une question concernant la voie d'abord. Parce que dans votre présentation, vous avez parlé essentiellement de trachélectomie élargie par voie abdominale. Quelle place vous laissez à la voie vaginale pour la trachélectomie par rapport à votre présentation? Ça, là-dedans, c'est pas facile, là. Écoutez, je pense que présentement, avec les études, la trial que vous connaissez tout le monde et la controverse qui s'ensuit, je pense qu'on n'a pas beaucoup le choix de procéder par voie abdominale, surtout chez une patiente qui aurait une lésion macroscopique au col. Je vois difficilement présentement comment on peut, de façon sécuritaire, y aller par voie soit robotique ou par voie MAS. Bon, c'est sûr que si au préalable, la patiente a une conisation au préalable ou une réponse complète, puis on ne voit plus rien, en recouvrant le col avec le vagin, comme on le faisait anciennement pour les Shauta, puis en mettant aucun manipulateur, puis en s'assurant d'aucune contamination, bon, peut-être que c'est possible, mais certainement pour une trachélectomie upfront avec une lésion macroscopique, je ne serais pas très à l'aise de procéder par voie MAS présentement. Merci beaucoup Marie de vous être rendue disponible et de nous avoir fait cet excellent topo. Au plaisir de vous voir physiquement sur un autre congrès, y compris en dehors de la France. Merci infiniment. Je l'espère et puis bonne continuité, bonne suivi de congrès. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On va passer la parole à Christelle Nyongo qui va nous faire une excellente présentation comme d'habitude, comme elle sait très bien faire, malgré toute la pression qu'elle se met, concernant les modifications anatomiques liées à la grossesse et qui impactent le col de l'utérus. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci Lomna de ta confiance. Un sujet qui est passionnant mais difficile, les modifications anatomiques au cours de la grossesse et l'impact possible sur la prise en charge des cancers du col de l'utérus. Alors, je suis Christelle Nyongo-Timo, je suis anatomiste et gynécologue à Rennes. Alors, le cancer du col de l'utérus, pourquoi s'y intéresser? C'est un cancer fréquent, un événement qui reste rare pendant la grossesse, mais qui est en augmentation du fait de l'âge plus tardif des grossesses, et une prise en charge donc, qui pose question pour la survie maternelle et également fœtale. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que quand on regarde la littérature en anatomie pelvienne féminine, eh bien, elle est pauvre, voire parfois quasi inexistante en situation non gravide. Alors, imaginez en situation de grossesse. Cependant, on a eu la chance qu'un anatomiste
dans les années, pas si longtemps que ça, était également gynécologue et qui nous a livré une expérience qui est assez importante. Et je parle bien sûr de Camina. Alors, pour cette présentation, je vous propose qu'on reprenne les choses de manière assez simple, avec la structure de l'utérus, est-ce qu'elle se modifie pendant la grossesse et comment, sa vascularisation, donc tout ce qui est trophicité, drainage lymphatique, innervation, et enfin les rapports chirurgicaux et les impacts possibles sur la prise en charge du cancer du col. Alors concernant la structure de l'utérus, il faut savoir qu'elle est formée de quatre parties, 4 couches, une sérose-péritonéale. Alors là, c'est une image fœtale d'un fœtus humain féminin coupé et donc coloré avec de luminohistochimie et des fluorochromes. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est le muscle lisse, donc la partie myométriale qui est formée principalement de muscles, aussi un peu de tissu conjonctif. Et ici, c'est la muqueuse. Ce que l'on voit, donc on appelle séreuse péritonéale ou périmétrium, c'est toute la partie qui est autour, qui contient les vaisseaux, qui contient les nerfs. Ici, on rajoute l'innervation, et là, on voit donc en vert les nerfs. Donc là, ce n'est pas tous les nerfs, on avait choisi de marquer certains types de nerfs, et on voit qu'ils sont localisés dans ce périmétrium, qui est donc la partie la plus innervée. Ensuite, on aurait une tunique adventice ou fascia segmentaire que moi, je n'ai pas réussi à bien individualiser sur mes coupes. Et puis, donc, on l'a dit, le myomètre et la muqueuse. Ici, on est au niveau du corps utérin. Alors, pendant la grossesse, eh bien, selon Camina, donc 2 structures, tissu conjonctif, structure musculaire. Le tissu conjonctif, au niveau du col utérin, il n'y aurait pas de changement. Il est très abondant, 92%. Il n'y aurait pas de changement pendant la grossesse. Concernant le corps utérin, une grosse augmentation du tissu conjonctif permettant l'élasticité du corps utérin et une abondance beaucoup moins importante au niveau du segment inférieur. Concernant la structure musculaire, une augmentation nette, une multiplication des myofibres, avec notamment au niveau du corps utérin, une structure qui est assez complexe, 4 couches, une structure plexiforme, qui permettent en fait d'assurer, comme vous le savez, à la fin de la grossesse et à l'accouchement, l'hémostase naturelle. Le segment, par contre, plus on descend du segment inférieur en allant jusqu'au col, moins on a de couches musculaires, et surtout, il ne semble pas avoir de modification entre avant et pendant la grossesse. Concernant la muqueuse, eh bien, il va y avoir la formation d'une caduque au niveau corporéal, au niveau segmentaire également, mais beaucoup moins épaisse et moins différenciée. Et au niveau de la muqueuse cervicale, il n'y aurait pas de transformation. Il n'y aurait pas de transformation de la muqueuse, mais simplement une hypervascularisation avec une hémorragie en cas de lésion préexistante. Donc au niveau du col utérin, il n'y aurait pas de changement de structure, pas de modification de taille du col, mais une simple modification pendant le travail. Notamment, ce n'est pas ce que l'on observe dans la pratique clinique, on voit qu'il y a un ramollissement du col pendant la grossesse. Mais bien sûr, il y a une structure qui vient se former au cours de la grossesse, qui est une entité anatomique et physiologique qui est propre à la grossesse. Cette structure, c'est le segment inférieur. Le segment inférieur, il est formé à la fois grâce à la participation de l'isthme de l'utérus et également à la portion supravaginale du col utérin. Il est formé à la fois par la pression intra-ovulaire, mais également grâce à la résistance de l'utérus en lui-même. Il est mince, peu vascularisé, souvent on décrit une veine transversale que vous voyez lors des césariennes, c'est la veine coronaire de l'utérus. Sa limite inférieure serait l'orifice interne de l'utérus et limite supérieure, c'est l'endroit où l'épaisseur du corps utérin, en fait, où l'épaisseur de l'utérus augmente. Là, on parle du coup du col utérin. Ce segment inférieur, il mesure environ 7 à 10 cm de hauteur, 9 à 12 cm de largeur et son épaisseur serait en moyenne de 3 cm. Vous le savez, il y a de nombreux travaux concernant l'épaisseur du segment inférieur, mais une étude récente a montré que finalement, l'épaisseur du segment inférieur était difficile pour différencier des patientes ayant eu une césarienne d'une patiente n'en ayant pas eu, avec des épaisseurs pouvant aller jusqu'au minimum 1 mm. La vascularisation de l'utérus, elle, eh bien, elle change. L'artère utérine, elle s'étire du fait de l'augmentation de taille de l'utérus. Elle s'étire, mais le calibre n'augmente pas pendant la grossesse. Son augmentation de longueur est
x4. Et ça, on voit très bien quand on analyse l'artère utérine, elle est pleine de cellules musculaires lisses qui expliquent ses capacités d'allongement comme beaucoup d'artères, mais elle particulièrement. Il y a une augmentation du débit myométrial jusqu'à environ le 6e mois. Ici, on voit l'artère utérine et ses différentes branches sur un utérus gravide. Concernant les veines utérines, elles, par contre, il y a une augmentation du nombre et une augmentation du volume. Ici, vous le voyez, cette fameuse veine coronaire du segment inférieur de l'utérus. Et par contre, la vascularisation veineuse est moins importante au niveau du segment inférieur et du col utérin, au niveau de sa partie, du coup, séreuse. Les lymphatiques, pas de données, apparemment une hypertrophie lymphatique. Mais donc, pas de différenciation en termes de disposition des ganglions lymphatiques, mais une augmentation de taille des lymphonoeux. Concernant l'innervation, il aurait été observé une augmentation de la richesse, enfin une augmentation de l'innervation au niveau de la jonction tubo-utérine et une augmentation au niveau du col utérin. Alors ça reste des hypothèses. Donc il y a cette étude de Di Tommaso où il a pu analyser 31 utérus issus d'hystérectomie, donc chez des patientes qui n'étaient pas enceintes. Ce que l'on voit, c'est qu'au niveau du col utérin, on a une augmentation des récepteurs, on a beaucoup de récepteurs hormonaux. Et l'hypothèse qui est faite, c'est qu'au niveau du col utérin, il y aurait une augmentation de l'innervation au cours de la grossesse qui expliquerait ses capacités plastiques majeures, et notamment du système sympathique. Alors, on a fait une étude récemment sur l'innervation utérine chez la femme non gravide. Donc, c'était à partir là de fœtus. Ce qu'on a mis en évidence, et c'est des données qui sont finalement récentes, les plus anciennes données datées de 1974, eh bien, c'est que l'innervation utérine, elle est centripète de la séreuse vers la muqueuse utérine, avec un point d'entrée qui est net au niveau du col utérin. Donc, le col utérin est la partie la plus innervée de l'utérus, avec à la fois des faisceaux qui passent en dessous de l'urétère, et ça c'est classique, c'est là où il y a le plexus hypogastrique inférieur, mais également un faisceau accessoire qui passerait en avant de l'urétère pour rejoindre l'utérus. Donc ça, c'est des données qui sont à voir s'il n'y a pas des changements au cours de la grossesse qui pourraient être tout à fait possibles. Alors les rapports de l'utérus, vous les connaissez, l'utérus augmente de taille et d'où la gêne au cours s'il y a une intervention chirurgicale qui doit être faite. Est-ce qu'il y a des rapports différents au niveau des paramètres utérins, par exemple? Donc là, vous le voyez, c'est une image de dissection de sujet anatomique féminin, non gravide du coup, avec ici donc l'utérus, ici l'urétère, ici veine utérine superficielle, veine utérine profonde, l'artère vaginale ici, et ici donc on a l'artère utérine. Donc on est vraiment dans la zone du paramètre. Donc classiquement, l'urétère, il est situé, si on regarde sur ces images d'histologie, le croisement urétère-artère utérine est situé à 2 cm de l'isthme utérin latéralement, voilà, et à 15 mm du fornix vaginal en hauteur. Par contre, lors de la grossesse, cette anse de l'artère utérine serait plus haute, donc située à 25 mm du fornix vaginal, et le fait de l'augmentation de la taille de l'utérus entraînerait un étirement de l'artère utérine, créant une augmentation de la distance entre l'urétère et l'artère utérine. Donc, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on a l'urétère, là, on a l'artère utérine, qui sont extrêmement proches. Il y aurait une augmentation de cette distance entre les deux au cours de la grossesse du fait de la présence du segment inférieur. Ici, c'est pour montrer les rapports avec l'innervation. Donc, ici, c'est la vessie, l'utérus, l'urétère, la veine utérine profonde qui passe donc sous l'urétère, et donc ces rapports classiques avec l'innervation autonome située en dessous de la veine utérine profonde. Alors, finalement, quel serait l'impact en termes de conisation, de trachélectomie, de type d'interruption de grossesse ou d'hystérectomie élargie? Eh bien, en termes de conisation, probablement des conisations plus hémorragiques. En termes de trachélectomie, éventuellement des trachélectomies avec moins de risque urétéral. L'urétère serait donc plus loin.
l'anse utérine plus haute. En termes d'hystérectomie élargie, le fait qu'il y aurait des plans en fait plus exempts. Bon. Alors du coup, j'ai eu l'opportunité de croiser quelqu'un qui qui a un bureau à côté du mien et qui m'a parlé de son expérience en termes d'hystérectomie élargie à la fin, au terme d'une grossesse. Donc, c'était une patiente qui était enceinte à un terme qui était non viable, à qui Jean-Marie Levesque a fait une hystérectomie élargie. Et son expérience à partir de quand même plusieurs cas, et que c'est des hystérectomies qui sont beaucoup plus simples. Plus simples parce que c'est beaucoup moins exempt, et plus simples parce que ça se dissèque beaucoup mieux. Donc là, voici cet utérus, avec ici, vous le voyez, les trompes, l'ovaire, le segment inférieur qui est long. Donc l'interruption de grossesse a été faite, le fœtus a été extrait, et l'hystérectomie élargie a été faite. Vous le voyez ici. Ici, on a les vaisseaux. Donc, c'est une vue où il y a caudal ici et droit ici. On a les vaisseaux iliaques externes. On voit ici le nerf obturateur, l'urétère. Et ce que l'on voit, c'est que voilà, c'est une dissection qui est exsangue. Ici, c'est le conceptus. Voilà. Donc, en conclusion, si on se base sur les données de la littérature qui sont pauvres, voire quasi inexistantes, eh bien, il y aurait des modifications mineures du col de l'utérus pendant la grossesse. La chirurgie radicale semblerait être plus simple. Et bien sûr, les rapports avec le segment inférieur seraient différents, avec un uretère plus éloigné, une artère utérine plus haute, un uretère gauche, et ça je vais vous le dire, qui serait plus court du fait de le trajet du fait de la dextrorotation de l'utérus. Et bien sûr, intérêt qu'on se passionne tous pour l'anatomie, et notamment en période gravide. Je vous remercie. Merci beaucoup Christelle pour cette excellente présentation très claire. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour Christelle ? Moi, j'aurais une question parce que je ne vois pas comment on peut faire des études anatomiques et faire des extrapolations sur utérus gravide. Qu'est-ce que tu proposerais ? Qu'est-ce qui serait faisable, pratico-pratique, pour essayer d'évaluer les modifications et de répondre aux questions qu'on se pose ? C'est sûr que sur une patiente gravide, ce qu'on aura envie de savoir pourrait... Voilà, les réponses qu'on pourrait obtenir seraient en imagerie. Voilà. Après, la question, c'est quel type d'imagerie ? Je pense que l'échographie serait finalement peut-être... pourrait nous permettre de se poser la question sur le col, sur le segment inférieur. Ensuite, par rapport au plexus hypogastrique inférieur, donc au nerf et à l'uretère, il faudrait peut-être aller un peu plus loin sur l'IRM, parce que sur l'échographie, on n'y arrivera, à ma connaissance, pas trop. Est-ce que tu vois une place à l'échographie 3D ou pas vraiment pour les questions anatomiques ? Oui. Ah oui. Ouais. Tu as cloué le bec à Xavier, pas de questions. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup. Je laisse donc la parole maintenant à Lobna, qui va nous parler du cas bien spécifique du cancer du col pendant la grossesse. En fait, je ne vais pas détailler du tout parce que ce sera la prochaine oratrice qui va parler de la prise en charge du cancer du col utérin pendant la grossesse. Moi, je vais juste vous présenter l'expérience du groupe Francogyne, donc du groupe de recherche français en cancérogynéco dont je suis actuellement la présidente. Et donc, je vais vous présenter l'expérience de notre groupe de recherche concernant les cancers du col de l'utérus pendant la grossesse. Donc, l'incidence des cancers pendant la grossesse est évaluée à 1 pour 1000 grossesses, mais ça, c'est tout cancer confondu, incluant le cancer du sein et bien sûr tous les autres cancers possibles. Quand on parle de cancer pendant la grossesse, c'est le cancer qui survient pendant la période de la grossesse
et jusque dans 1 an qui suit la période de l'accouchement. Certains papiers commencent à parler de 2 ans, mais la littérature consensuelle parle de 1 an après l'accouchement. En ce qui concerne le cancer du col lui-même, l'incidence dans la littérature est extrêmement variable en fonction du pays auquel on s'intéresse, et elle va dans la littérature de 0,1 à 12 cas pour 10 000 grossesses. Dans les pays européens, on est plutôt entre 0,1 et au grand maximum à 3,4 pour 10 000 grossesses. Donc, le groupe de recherche français Francogine, on a plusieurs bases de données qui concernent les différents cancers pelviens. La base de données cancer du col et grossesse, il y a 9 centres qui ont participé, comme vous le voyez sur l'image qu'il y a sur la slide. Donc, il y a plusieurs centres parisiens, le CHU de Tours, le CHU de Lille, le CHU de Caen, le CHU de Marseille, le CHU de Limoges, le CHU de Lyon, le CHU de Reims et Strasbourg. Et vous voyez, malgré la participation d'autant de centres, nous n'avons que 30 patientes qui ont été incluses, avec un âge moyen de 34 ans, avec des extrêmes qui vont de 26 à 40 ans, un indice de masse corporelle moyen à 27, donc en surcharge pondérale. Et les cas que nous avons pu recueillir, 25 sont survenus pendant la grossesse et 5 en période du postpartum. En ce qui concerne les termes de grossesse, comme vous le voyez, 28%, 7 cas étaient survenus au premier trimestre. La majorité des cas étaient survenus au deuxième trimestre, donc 16 cas, ce qui représentait 64%, et 2 cas au dernier trimestre, ce qui représentait 8%. En ce qui concerne les issues de grossesse, il y avait un arrêt spontané à 15 semaines. Il y avait 4 interruptions thérapeutiques de grossesse avec des termes qui variaient entre 7 et 22 semaines. Et pour les grossesses qui étaient considérées comme viables, 13 patientes ont eu une césarienne, donc ce qui représentait 43% des patientes. Les termes de césarienne allaient de 25 à 39 semaines d'aménorrhée. 12 patientes ont accouché par voie basse, avec un terme moyen d'accouchement à 38 semaines. En termes d'histologie, ce n'est pas surprenant, mais il y a une majorité de carcinomes épidermoïdes infiltrants, un peu moins de 77%, mais il y a quand même une surreprésentation dans cette population d'adénocarcinomes infiltrants, puisqu'on est à 23%. Les cas ont été classés, même si le recueil a concerné les années à partir de 2010. Nous avons utilisé la classification FIGO 2018. Et donc, dans les stades 1, c'était 62% des patientes. Il y a un cas pour lequel on ne dispose pas encore du stade, donc il est exclu de notre compte. 62% de stade 1, 10% de stade 2, 17% de stade 3 et 10% de stade 4. Et donc, comme les prises en charge et les attitudes étaient extrêmement hétérogènes, je ne voyais pas d'autre possibilité que de vous faire un listing de ce qui a été fait. Et je vous le fais par stade. Donc, vous voyez les 3 stades 1 à 1. Il y avait un épidermoïde, un adénosquameux, un adénocarcinome bien différencié, premier, deuxième trimestre et une période de postpartum. Les 2 premières patientes ont été traitées par conisation pendant la grossesse et la patiente, elle a eu 2 accouchements ultérieurs où ça s'est très bien passé. La deuxième patiente, elle a un suivi de 40 mois, elle a eu une conisation cerclage et elle a quand même eu une hystérectomie en fin de grossesse. Et la troisième patiente, elle a eu une conisation suivie d'une hystérectomie totale conservatrice et un curage pelvien par voie cœlioscopique, elle est toujours vivante. Les autres situations de stade 1B1, vous voyez qu'on en a une en période de postpartum. On a 3 adénocarcinomes bien différents, des adénocarcinomes infiltrants. Une patiente qui a été perdue de vue, une autre patiente qui avait considéré qu'elle n'avait pas de cancer et donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais sinon, il y a une patiente qui a eu une césarienne et une colpohystérectomie élargie dans le même temps, une césarienne à 33 semaines, une interruption thérapeutique de grossesse. Et vous voyez par rapport à ce qu'on dit en termes de prise en charge de cancer du col,
on n'est pas exactement dans les recommandations classiques. On a fait une conisation curage pelvien suivie d'une colpohystérectomie avec une transposition ovarienne des fois qu'il y avait nécessité de radiochimiothérapie, mais il n'y en a pas eu. La même chose pour la patiente en dessous, une colpohystérectomie élargie pour celle qui avait une interruption thérapeutique de grossesse à 15 semaines. Et puis la patiente qui avait eu son diagnostic en postpartum, elle avait une conisation curage pelvien suivie de radiochimio pour un 1B1, on aurait pu, et suivi en plus d'une hystérectomie totale conservatrice, on aurait pu penser qu'elle avait eu un bazooka en termes de thérapeutique, mais en fait, c'est d'une patiente qui est décédée à 50 mois avec des métastases pulmonaires, qui ont été diagnostiquées à 10 mois post-thérapeutique. Pour les stades 1B2, donc c'est que des diagnostics pendant la grossesse avec des termes qui variaient entre 14 et 36 semaines d'aménorrhée. Vous voyez, en termes de prise en charge, c'est pareil, c'est extrêmement variable. La première patiente, c'est une patiente qui a eu une conisation qui avait été considérée comme insano avec un curage lamboartique de stadification, mais on l'a perdue de vue. Elle avait considéré pareil que le cancer n'existait pas, que c'était une folie thérapeutique. La suivante, elle a une conisation à 30 semaines d'aménorrhée pendant sa césarienne et ensuite une curithérapie suivie d'une hystérectomie à 2 mois postpartum, donc une prise en charge très franco-française. La troisième a un curage pelvien, une colpohystérectomie élargie de type B per-césarienne avec un curage lamboartique, mais à 2 mois post-colpohystérectomie élargie avec une salpingo-ovariectomie bilatérale de façon surprenante a posteriori, et elle a eu une radiothérapie pelvienne. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le consensus de prise en charge classique. La troisième patiente, elle a eu une césarienne à 32 semaines après une conisation qui a été faite à 16 semaines. Ensuite, elle a une stadification par curage pelvien, une hystérectomie élargie à 32 semaines suivie de curithérapie. Et malheureusement, elle est décédée à 40 mois. Elle avait fait une récidive à 15 mois au niveau du muscle psoas et au niveau pulmonaire. Et pour les autres patientes, c'était une colpohystérectomie élargie après des césariennes faites à 35 et 32 semaines et qui sont toutes les deux a priori vivantes. La dernière patiente du groupe 1B2 a eu une césarienne à 32 semaines, un curage lamboartique per-césarienne suivi de radiochimio, et elle est décédée à 16 mois post-thérapeutique avec des métapulmonaires et une méningite carcinomateuse. Donc vous voyez des issues de thérapeutiques qui sont extrêmement hétérogènes. Pour les stades 1B3, une au 2e trimestre et une diagnostiquée en postpartum. Celle qui a été diagnostiquée par grossesse a eu une interruption thérapeutique de grossesse, elle est en cours de prise en charge. Et la deuxième en postpartum, elle a récidivé à 8 mois malgré un curage lamboartique négatif, une transposition ovarienne avec une radiochimiocurie et une chirurgie de clôture. Et elle a récidivé à 3 mois post-chirurgie. Pour les stades 2, une interruption thérapeutique de grossesse suivie de colpohystérectomie élargie non conservatrice à 18 semaines avec un curage pelvien et une radiochimio. On n'a pas le suivi. Et une patiente qui avait été initialement traitée pour un adénoca in situ, elle a fait une récidive à distance en infiltrant et elle a fini par décéder à 108 mois malgré une radiochimiothérapie pour son stade 2B. Une patiente qui a été diagnostiquée également à 27 semaines, une césarienne à 32 semaines et une chirurgie en même temps après une chimiothérapie qui avait été faite pendant la grossesse. Elle est toujours en bonne santé. Ensuite, tous les stades 3C1, je rappelle, une atteinte ganglionnaire pelvienne, que des types épidermoïdes, diagnostic à 15 semaines, 39 semaines et en période du postpartum. Les 2 premières patientes avaient eu une césarienne à 35 et à 39 semaines. La première avait eu un curage lamboartique de stadification qui était négatif avec une radiochimiothérapie toujours vivante en bonne santé. La deuxième a eu une colpohystérectomie élargie avec un curage pelvien, une radiochimio adjuvante, pas de récidive à 12 mois. Et la patiente du postpartum en est à 8 mois et pour l'instant pas d'événement intercurrent. Pour les patientes avec une atteinte ganglionnaire lamboartique, une patiente qui a eu une césarienne mais indépendamment de sa maladie, c'était pour une chorioamniotite. Elle a une radiochimiothérapie, mais malheureusement, elle a été diagnostiquée à peine en fin de son traitement avec une métaganglionnaire susclaviculaire. Elle est décédée à 14 mois post-thérapeutique
et une patiente qui a été diagnostiquée à 8 semaines d'aménorrhée avec un adénocam moyennement différencié, qui a eu une interruption thérapeutique de grossesse. Elle avait un curage pelvien de stadification positif qui a justifié la réalisation du curage lambo-aortique qu'il était également, une radiochimiothérapie concomitante. Elle est décédée à 55 mois post-thérapeutique avec une récidive qui était survenue à 8 mois post-thérapeutique en ganglionnaire sus-diaphragmatique et sous-diaphragmatique. Pour les stades 4, pronostic avec une patiente qui est en cours de prise en charge, un diagnostic en postpartum pour les 4A. La deuxième en bonne santé après une césarienne qui a été faite à 25 semaines. Un stade 4B métastatique médiastinal, elle a eu une interruption thérapeutique de grossesse au premier trimestre. Et malheureusement, elle avait une chimiothérapie d'abord suivie d'une radiothérapie médiastinale, mais qui n'avait pas permis de modifier le pronostic puisqu'elle est décédée à 15 mois post-thérapeutique. Donc les enjeux qui sont liés à la prise en charge du cancer du col de l'utérus, vous le voyez, ils sont complexes. C'est probablement le cancer qui survient pendant la grossesse qui est le plus challengeant puisque c'est l'utérus qui est l'organe qui contient la grossesse. La prise en charge justifie bien entendu déjà un cancer du col, c'est censé être dans un centre de référence. Ça justifie d'une expertise de l'équipe qui prend en charge très particulière puisqu'il s'agit d'une expertise obstétrico-gynécologique. Les délais de prise en charge ne doivent pas compromettre le pronostic maternel et bien entendu on a encore la place pour de la recherche et des protocoles en cours et une centralisation de nos données pour essayer d'avoir des attitudes qui soient homogènes. Dans la littérature, il y a quelques papiers, notamment le dernier, qui font des propositions de prise en charge du cancer du col utérin pendant la grossesse. Mais ça va être le topo du docteur Charlotte Lejeune qui nous fait l'honneur de venir nous faire une présentation puisqu'elle fait partie de l'équipe du docteur Frédéric Amand à Louvain et qui sont reconnus comme experts mondiaux dans la prise en charge de toutes les patientes avec des cancers pendant la grossesse. Merci Lomna et merci pour ce travail quand même conséquent d'arriver à colliger des cas d'un peu toute la France. C'est quand même extrêmement intéressant d'avoir cette série. Alors plusieurs remarques, commentaires et peut-être des questions. D'abord une remarque, c'est que finalement on s'aperçoit que la prise en charge est quand même extrêmement hétérogène et que alors qu'il y a quand même des attitudes qui sont assez, qui sont publiées et qui semblent être à peu près établies, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toujours suivies et qu'on a vraiment un champ de choix thérapeutiques qui est très variable. Une deuxième remarque, c'est qu'il y a finalement assez peu d'interruptions thérapeutiques de grossesse. Quand même, on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait plus et ce n'est pas le cas. Et moi, je suis quand même surpris de voir le très faible recours à une chimio néoadjuvante au prix d'une prématurité induite sévère, puisque une césarienne à 25 semaines, on sait tout ce que ça implique, hein, même si ça fait longtemps pour certains qu'on a arrêté l'obstétrique. Le pronostic d'un nouveau-né à 25 semaines, c'est quand même une autre situation. Et là, on n'est pas dans le cadre d'une chimio néoadjuvante en vue d'une potentielle grossesse. Donc là, on est vraiment quelque chose, sachant que ces chimios, notamment les sels de platine, peuvent être réalisés pendant la grossesse. Voilà. Alors après, je ne sais pas si tu dirais qu'il y a un pronostic qui semble plus sombre. C'est difficile à dire parce que la série est courte, mais il y a quelques cas dramatiques quand même dans cette série que tu présentes, et sur des patientes qui avaient parfois des pronostics qui initialement pouvaient être rassurants. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a un risque de sous-évaluation initiale pendant la grossesse? Première question. Deuxième question, est-ce que tu as une idée du motif de découverte de ces cancers? Parce que c'est aussi important, parce qu'on parle toujours de l'examen gynécologique, etc. Est-ce que c'était sur des examens systématiques? Est-ce que tu sais quelque chose? Voilà les deux questions que je voulais te poser. Moi, ce qui m'a surpris, effectivement, quand j'ai fait le recueil, et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé de solution à part vous faire un déroulé, c'est que déjà, l'attitude, effectivement, comme tu l'as souligné, elle est extrêmement hétérogène. J'ai été plutôt choquée de ceux qui ont été diagnostiqués dans le postpartum. Parce qu'effectivement, quand tu es sur un stade 2, je ne vois pas comment on a pu faire toute la grossesse et le postpartum et l'accouchement sans qu'on se soit posé la question, parce qu'en général, ce n'est pas la période de l'accouchement qui a permis de poser le diagnostic. En règle générale, c'est des patientes qui ont consulté après leur consultation du postpartum pour des métrorragies, et c'est comme ça qu'ils ont fait le diagnostic, en tout cas pour ceux où j'ai les détails et le courrier. Après,
souvent, c'est des patientes où le suivi n'était pas forcément très régulier. Il y a des notions de suivi pour frottis de haut grade, mais je n'ai pas toutes les informations pour tous les dossiers. Après, mon impression très personnelle à la lecture des cas de façon très neutre, parce que finalement 30 dossiers, c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même une grosse série, parce que quand j'ai regardé la littérature, c'est des séries de 20, ou alors des séries, quand c'est 40, ils prennent 30 années. Nous, on s'est limité effectivement à partir de 2010. J'ai l'impression quand même, première lecture, qu'il y a une surreprésentation des adénocarcinomes infiltrants. Parfois, on a vraiment la notion que c'était un adénocarcinome endocervical. On peut se poser la question du coup, effectivement, du fait d'être passé à côté, notamment si ce n'est pas un suivi qui est forcément fait par un gynécologue. Et les patientes qui sont décédées, sur en tout cas notre série, il y a une surreprésentation des adénocards. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas? C'est vraiment très neutre, hein. C'est une première lecture. Et puis après, effectivement, l'hétérogénéité complètement affolante de prise en charge. C'est vraiment étonnant. À ce point-là, je sais que le col, c'est souvent beaucoup de discussions et d'attitudes différentes, mais là, à ce point-là, je ne pensais pas. Une dernière question, après peut-être on laissera la parole à la salle, parce qu'il y a peut-être plein de questions. Il est habituel de dire que sur un cancer, du moins un B1 ou visible macroscopiquement, on va plutôt contre-indiquer la voix basse. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de voix basses dans ta série. Il y a eu des complications rapportées, ou est-ce que tu tapes pas les infos? Alors, il y a les accouchements voix basse qu'il y a dans la série. C'est soit des patientes où le diagnostic a été fait postpartum et l'accouchement, en fait, ils sont passés à côté. Et on a un accouchement voix basse sur une conisation qui était une sano. Donc, en fait, la conisation n'a pas impacté la voie d'abord d'accouchement. Et donc, il n'y avait pas de résidu tumoral. Mais ceci dit, on avait quand même des patientes qui avaient des stades 2. Qui ont accouché voix basse. Il y en a une qui a une césarienne pour stagnation ou je ne sais quoi, mais ceci dit, on ne nous rapporte pas des anomalies du col utérin. Le motif de dire il y avait peut-être une tumeur, etc., n'apparaissait pas dans le dossier de ces patientes. Bon, sans aller en avant de la présentation future, on a tendance à dire que sur les lésions précancéreuses, on ne contre-indique pas la voix basse, mais qu'à partir du moment où il y a un invasif, c'est vrai qu'on est plutôt à conseiller une césarienne. Mais bon, ça sera peut-être à discuter lors du prochain topo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est quand même assez rare. Henri, il y a 2 questions. Henri et Vitold, donc 3. C'est quand même une série intéressante, avoir une trentaine de cas de cancer du col pendant la grossesse. Je pense qu'il y a pas mal de choses à discuter. Merci. Merci beaucoup, Lomna. Ma question, c'est sur les circonstances de diagnostic. Vous avez, sur les 30 cas, est-ce que vous aviez de manière systématique une cytologie, notamment en début de grossesse, ou en tout cas récente? Parce que je suis surpris qu'il y ait beaucoup de cancers qui soient diagnostiqués relativement tardivement quand même pendant la grossesse. Alors, la notion de cytologie, tu connais bien sûr la qualité du reporting sur la base de données. Non, on ne l'a pas pour l'ensemble des dossiers, malheureusement. L'exhaustivité n'est pas parfaite, donc probablement que je reviendrai pour certains, pour les centres en tout cas où il me manque des données, probablement qu'on reposera la question de façon plus précise. Mais comme il y a la conjonction entre le dossier gynéco et le dossier obstétrical, j'imagine que c'est un peu compliqué aussi dans ce sens-là. Après, c'est du rétrospectif. Vitold. Lobna, je partage ta frustration par rapport aux découvertes assez tardives d'un nombre non négligeable de patientes. Ça pose la question justement, est-ce qu'à l'examen clinique, est-ce qu'à l'interrogatoire, il y avait des points d'appel qui auraient pu peut-être faire découvrir le cancer plus tôt? Je parle ici des patientes qui saignent, saignotent, ectropion, vu, dépisté, négligé pendant la grossesse. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce qu'il y a une information à envoyer éventuellement aux personnes qui suivent les grossesses que voilà, des saignements inexpliqués, un ectropion, est-ce que ça nécessite peut-être une action en amont? Il y a probablement une action en amont. C'est très difficile et ce n'est pas l'objet d'une session comme celle-ci de se mettre à dos les gens qui suivent les grossesses. La difficulté, c'est qu'il y a une espèce de standardisation des examens et de banalisation de ce qu'on appellerait un ectropion pendant la grossesse qui rend difficile
probablement le diagnostic de ces patientes-là. Par analogie, on peut dire que dans le cancer du sein, ça devrait être plus facile parce que l'examen du sein est probablement plus facile, plus accessible. Et on y voit déjà une espèce de banalisation qui est de la présence de masse qui serait probablement où on va dire qu'on facilite et qu'on simplifie le cas en disant que c'est lié à l'allaitement. Et donc, à partir du moment où, si je fais l'analogie sur le col utérin, où quelqu'un a mis le mot ectropion et que c'est la même personne qui fait ça, qui va dire que c'est probablement un ectropion qui saigne pendant la grossesse, cette banalisation va amener au fait que le stade va avancer. Nous, on est en bout de chaîne. C'est sûr que la patiente arrive avec un diagnostic qui est déjà posé. C'est pas exceptionnel d'avoir des patients très jeunes en période de postpartum qui ont un cancer du sein inflammatoire, alors qu'il y avait un nodule qui avait été suivi pendant plusieurs mois en disant que c'était en lien avec la grossesse. Et probablement que c'est le cas aussi avec le col de l'utérus, d'autant plus qu'il y a une espèce de sacralisation sur la réalisation des touchés vaginaux. Et donc, comme on en fait de moins en moins, et je cible là particulièrement les gens qui suivent les grossesses, pas de pose de spéculum, pas de touchés vaginaux. Si quelqu'un a mis un ectropion, donc même quand elle saigne, on aura tendance à pas l'examiner et elle arrivera avec un cancer du col localement avancé, alors qu'elle se plaint depuis plusieurs mois. Et c'est valable pendant et en dehors de la grossesse. Pour compléter ta réponse, Lomna, Vitold, j'aurais tendance à dire qu'il faut impérativement qu'une femme qui saigne en cours de grossesse ait au moins un examen du col au spéculum. Ça, je pense qu'on peut tous le dire et on sera tous d'accord pour le dire. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que l'origine du saignement soit pas cervicale. Après, il faut quand même pas oublier, on a parlé des modifications anatomiques de l'utérus et du col pendant la grossesse juste avant, que les modifications structurelles et visuelles d'un col d'une femme enceinte conduisent à une difficulté d'interprétation de ce qu'on voit sur le col qui est parfois extrême. Et à la décharge de nos collègues obstétriciens, moi je fais beaucoup de colposcopie et j'ai beaucoup de patientes qu'on m'envoie pendant la grossesse. L'examen du col et la colposcopie pendant la grossesse, c'est difficile, c'est une affaire d'experts et on peut se faire avoir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, et encore plus dans un adénocarcinome, où on peut avoir, et j'ai été sollicité la semaine dernière pour une patiente qui était suivie pour une lésion de haut grade, entre guillemets, du col de l'utérus, qui en fait s'avère être un 2B, alors qu'en fait, à l'examen, on n'avait pas grand-chose, et franchement, on peut se faire avoir très, très, très facilement. Donc il faut rester modeste là-dessus. Je crois que le seul message, c'est de dire, une femme qui saigne pendant la grossesse, on ne se limite pas à une échographie, il faut absolument un examen du col au moins une fois, en sachant qu'on peut se faire avoir. Il y avait une question devant Martin, vous voulez poser une question. Merci Lomna pour ta présentation très claire et intéressante. Moi j'ai deux questions. Est-ce que tu as le nombre total de grossesses des centres? Est-ce que tu as essayé d'avoir un dénominateur sur l'incidence? Ça, ce serait peut-être à regarder quand même. Parce que c'est vrai qu'on est en bout de chaîne, donc on voit la catastrophe, on se dit, oulala, je pense que... Quoi? Voilà, mais bon, il faut peut-être voir combien il y a de grossesses au total dans ces centres suivis sur les 10 années de recrutement. Ça, c'est une chose, et qu'il y a quand même des patientes suivies qui ont des histoires suffisamment compliquées pour qu'on puisse passer à côté. Et je pense qu'effectivement, il ne faut surtout pas se positionner sur oulala, faute, erreur. Non, parce que là, probablement rien que dans mon centre, tu vois, comme... c'est un peu plus de 10 ans, comme on va dire qu'on est à 3007 en moyenne, donc tu vois, tu multiplies par 10 et 15, ça fait déjà rien que dans mon centre, déjà plusieurs dizaines de milliers. Donc, Oui, mais enfin, la plupart de mon expérience des cancers du col pendant la grossesse, c'est plutôt des coups de fil de collègues qui disent là j'ai un problème, est-ce que tu peux l'avoir, et ils ne sont pas suivis chez nous. Donc encore plus, ça vient encore augmenter le dénominateur. L'autre question, c'est que je comprends qu'on ait envie d'inclure le postpartum pour augmenter un peu les séries dans cancer et grossesse. Sur l'aspect diagnostic, je comprends. C'est-à-dire qu'à mon avis, cette série, il faut en faire deux versants. Un aspect pourquoi est-ce qu'on est arrivé là et un aspect prise en charge. Je comprends moins sur la prise en charge qu'on mélange le prépartum et le postpartum dans la gestion, si tu veux, du cas cancer. C'est une excellente question. C'est pour ça qu'on l'avait posée en préambule. Et l'équipe de Frédéric Hamon, ils ont déjà publié un papier où ils voulaient séparer effectivement ce qu'on appelle cancer pendant la grossesse, et ce n'est pas spécifique au cancer du col.
Je sais que le papier date au moins de l'année dernière où il voulait qu'on dise pendant la grossesse, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Et après, postpartum, c'est d'identifier deux populations différentes parce que probablement que le pronostic n'est pas le même et que la prise en charge probablement n'est pas la même. Là, pour l'instant, je suis restée consensuelle sur la définition de la littérature, c'est-à-dire la grossesse et l'année qui suit. Mais sur le principe, je suis entièrement d'accord, d'autant plus que, comme on l'a dit, cancer du col pendant la grossesse, c'est-à-dire que c'est l'utérus qui contient la grossesse, donc c'est une spécificité encore plus particulière par rapport au cancer du sein, version plus classique. Sur le principe, je suis entièrement d'accord, mais là, je suis restée consensuelle sur la définition, en fait. Merci. Et on va passer la parole à Madame Charlotte Lejeune de l'équipe du professeur Frédéric Amand de Louvain, qui va nous donner les modalités de prise en charge telles qu'elles sont recommandées par l'expert mondial de prise en charge des cancers pendant la grossesse. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole à cette conférence. Je suis Charlotte Lejeune, interne en 5e année de gynécologie et obstétrique et chercheuse doctorant pour le projet Cancer et grossesse à la KU Leuven sous la supervision de professeur Frédéric Amand. Et ensemble, nous avons créé cette présentation pour vous en dire un peu plus sur le cancer de col de l'utérus pendant la grossesse. Le diagnostic d'un cancer pendant la grossesse est plutôt rare et complique environ 1 sur 1000 à 2000 grossesses. Mais toutefois, nous estimons que ce problème ne fera qu'augmenter au futur, car de plus en plus de femmes remportent leur désir d'avoir des enfants à un âge plus avancé. Et en outre, grâce au dépistage prénatal non invasif et la possibilité de détecter l'ADN libre circulant d'origine tumorale, les tumeurs peuvent être détectées à 12 semaines de gestation chez les patientes asymptomatiques. L'incidence du cancer pendant la grossesse est très probablement sous-estimée, car la plupart des registres oncologiques et obstétriques ne sont pas reliés. Et en outre, les informations sur les fausses couches et les avortements dus à un diagnostic oncologique font souvent défaut. À l'hôpital universitaire de Leuven, le projet Cancer et grossesse a été lancé en réponse à une patiente de 28 ans présentant un carcinome cervical de stade 1B1, diagnostiqué à 14 semaines de gestation pendant un cerclage du col de l'utérus, parce que cette patiente avait, lors d'une grossesse précédente, donné naissance à une prématurée à 23 semaines. Comme la patiente avait explicitement exprimé le souhait de préserver la grossesse, il a été décidé, en concertation avec la patiente, de commencer une chimiothérapie néoadjuvante à la 16e semaine de gestation, malgré les informations limitées disponibles à l'époque. On lui a administré 4 fois du platinol tous les 3 semaines, et à 32 semaines de gestation, la patiente a accouché par césarienne d'un fils en bonne santé et elle a subi simultanément une hystérectomie Vertex. Ce gars a démontré que la chimiothérapie pendant la grossesse était possible et a conduit à la création d'un réseau international, de International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy. C'est le réseau qui a été créé en 2005 par le professeur Frédéric Amand. Dans la base de données INSIP, le cancer du col de l'utérus est le 3e cancer le plus fréquemment diagnostiqué pendant la grossesse et le cancer gynécologique le plus fréquemment diagnostiqué, survenant chez 11,2% des patients de notre base de données. Le plus fréquemment, c'est le cancer du sein et les hémopathies malignes. En raison de la proximité de la tumeur avec le fœtus en développement, il peut être nécessaire de modifier les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Et afin de partager les connaissances disponibles sur ce thème, The Advisory Board on Cancer, Infertility and Pregnancy, ou APSIP, a été lancé sous l'égide de l'INSIP. Et l'APSIP est un conseil virtuel multidisciplinaire à la demande sur les tumeurs, composé de divers spécialistes médicaux. Il s'agit d'une collaboration entre différents conseils consultatifs nationaux et régionaux qui travaillent de manière indépendante. Et on a aussi un conseil international
qui s'occupe des cas présentant des types de maladies ou les circonstances difficiles nécessitant une expertise supplémentaire et discute des patients provenant de pays ne disposant pas d'un conseil national ou régional. Et les médecins souhaitant obtenir les recommandations peuvent soumettre leurs demandes gratuitement sur le site web et recevront une recommandation sur le traitement le plus approprié dans les 4 à 7 jours. L'incidence du cancer du col de l'utérus varie d'une étude à une autre, mais se situe entre 1,8 à 12 cas moi j'ai trouvé tous les 100 000 grossesses, mais environ 3% des cancers du col de l'utérus sont diagnostiqués pendant la grossesse, et c'est parce que c'est le 4e cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes. Le diagnostic d'un cancer du col de l'utérus pendant la grossesse est un problème très difficile, car il faut mettre en balance d'un côté le traitement et le pronostic maternel, et de l'autre côté la sécurité du fœtus. Le col de l'utérus est le cœur du problème oncologique, mais il joue également un rôle important dans le maintien de la grossesse. En outre, le traitement du cancer du col de l'utérus, administré de manière standard aux patients non enceintes, ne peut pas être administré pendant la grossesse car une hystérectomie radicale ou la chimioradiothérapie entraînerait la perte de la grossesse actuelle et éliminerait la possibilité d'une grossesse future. Mais heureusement, un changement de paradigme a eu lieu ces dernières années. Il faut dire que la taille de la tumeur et l'implication éventuelle des ganglions lymphatiques sont les pronostics les plus importants pour un cancer du col de l'utérus et une stadification correcte est également nécessaire dans la grossesse afin d'individualiser le plan de traitement de la patiente. L'échographie transvaginale et l'IRM sont préférentiellement utilisées pour la stadification de la grossesse, mais si nécessaire, la plupart des études impliquant des rayons ionisants peuvent également être utilisées pendant la grossesse si nécessaire pour avoir une bonne stadification maternelle. L'IRM avec T-weighted imaging and diffusion-weighted imaging est préférable pour évaluer l'extension locale et l'atteinte des paramétria. Et en outre, la stadification du corps entier peut être réalisée en une seule étape avec l'IRM du corps entier. Les avantages de l'IRM sont une bonne résolution des tissus mûs, la reproductibilité de l'examen permettant l'évaluation de la thérapie et l'absence de radiation ionisante, mais l'utilisation des agents de contraste contenant des gadolinium est à éviter car une mortalité néonatale a été décrite. L'IRM a quand même une sensibilité et une spécificité modérée pour évaluer les ganglions lymphatiques, de sorte que l'évaluation chirurgicale des ganglions lymphatiques est encore indiquée aujourd'hui. Et la mise en scène des ganglions lymphatiques pendant la grossesse consiste en une dissection des ganglions lymphatiques pelviens. Cette procédure est possible jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée. Par la suite, trop peu de ganglions lymphatiques peuvent être resséqués en raison du volume de l'utérus et donc une lymphodénectomie pelvienne est plus indiquée. La procédure peut être réalisée par laparotomie ou par laparoscopie, par approche transpéritonéale ou extrapéritonéale. Nous avons observé que chez les patientes non enceintes, une grande partie des ganglions lymphatiques resséqués de manière routinière ne sont pas métastatiques et donc au lieu d'une lymphodénectomie pelvienne complète, nous pouvons procéder à une biopsie du ganglion lymphatique sentinelle avec du verre d'indocyanine, bien que cette procédure soit encore expérimentale à l'heure actuelle dans la grossesse. Dans la procédure du ganglion sentinelle, le bleu patenté n'est pas utilisé pendant la grossesse en raison du risque d'anaphylaxie et le technétium 99 n'est pas utilisé en raison de la forte dose de radiation. Si les ganglions lymphatiques sont positifs, même s'il n'y a que des micrométastases, c'est une indication d'un risque élevé de la maladie et donc un avortement doit être discuté avec la patiente et son partenaire. Et ici, vous pouvez voir quelques images d'une biopsie de ganglion sentinelle avec de l'indocyanine vert pendant une grossesse et la patiente était enceinte, elle avait 15 semaines de gestation au moment de l'opération.
La tendance est à un recours accru à la chirurgie et à la chimiothérapie dans la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer de l'utérus diagnostiqué pendant la grossesse. Mais un modèle d'excellence n'est pas encore établi. Lors du diagnostic d'un cancer du col de l'utérus à un stade précoce pendant la grossesse est fait, les directives de consensus actuelles recommandent une lymphadenectomie pelvienne à un âge gestationnel de moins de 22 semaines. Et si les ganglions lymphatiques sont négatifs, un traitement local par conisation ou par trachélectomie simple est possible pendant la grossesse, mais le traitement souvent devra être achevé après l'accouchement. Si les ganglions lymphatiques sont positifs, il est préférable d'envisager une interruption de grossesse ou si la patiente veut vraiment conserver, sauvegarder la grossesse, on peut commencer la chimiothérapie néoadjuvante. Si le diagnostic du cancer du col de l'utérus est posé après 22 semaines de grossesse, une lymphadenectomie pelvienne n'est techniquement plus possible et une chimiothérapie néoadjuvante ou un report du traitement après la grossesse sont envisageables. Et cette figure représente le plan de traitement actuellement conseillé selon les directives consensuelles de l'INSIP en cas d'un diagnostic d'une tumeur à un stade précoce. L'administration de chimiothérapie néoadjuvante est une approche innovante dans le but de contrôler la maladie pendant la grossesse et de retarder l'accouchement jusqu'à une période gestationnelle ultérieure pour éviter la prématurité, mais le suivi de la croissance de la tumeur est important car une réponse de la maladie à la chimiothérapie n'est pas garantie et aussi après une réponse initiale, une stagnation ou une progression de la tumeur reste possible. Donc, un examen en spéculum tous les 3 semaines et un IRM pelvien tous les 6 semaines sont envisagés. Ici, vous voyez la réponse clinique et radiologique d'une patiente d'atteinte d'un carcinome épidermoïde invasif du col de l'utérus de stade 1B2 à 14 semaines d'une grossesse gémellaire MCDA et après 3 cycles de chimiothérapie néoadjuvante à 27 semaines. Et vous voyez qu'elle a très bien répondu à 27 semaines de grossesse, mais il faut dire qu'à 34 semaines de la grossesse, on a vu une progression de la tumeur. Et donc, à ce moment, on a fait une césarienne et on a fait une hystérectomie en même temps. Donc, il faut toujours être attentif que le tumeur ne commence plus à croître. L'administration d'une chimiothérapie pendant la grossesse affecte la croissance du fœtus. Et l'étude ci présente a étudié les effets de chimiothérapie. Elle a révélé que 37% des fœtus exposés à la chimiothérapie présentent un retard de croissance ou un risque de retard de croissance et un âge gestationnel précoce au début de la chimiothérapie et une durée plus longue de la chimiothérapie sont des facteurs de risque importants pour le développement d'un retard de croissance intra-utérin. L'administration de la chimiothérapie est contre-indiquée au cours du premier trimestre de la grossesse en raison de risques accrus de malformations congénitales, mais la chimiothérapie peut être administrée en toute sécurité avec pas plus de risque de malformations congénitales à partir de 14 semaines d'aménorrhée. Pour le cancer du col de l'utérus pendant la grossesse, une chimiothérapie classique peut être utilisée, à savoir une combinaison de carboplatine et paclitaxel en schéma hebdomadaire ou tri-hebdomadaire, mais l'utilisation du cisplatinum est à éviter pendant la grossesse en raison du risque d'ototoxicité fœtale. Des recherches sont également menées au sein de l'INSIP sur l'impact à long terme du diagnostic et traitement oncologique de la mère sur l'enfant. Et les résultats de la cohorte 3 ans et de 6 ans ont déjà été publiés dans le passé dans The Lancet Oncology et The New England Journal of Medicine. Et les résultats à long terme sont rassurants. Les enfants d'une mère dont le cancer a été diagnostiqué et traité durant la grossesse se portent aussi bien que les enfants témoins du même âge sur le plan cognitif, mais la prématurité est un facteur de risque majeur d'altération des résultats cognitifs.
on observe une augmentation du quotient intelligence de 2,2 points par semaine de gestation. Donc, il est donc recommandé d'initier le traitement oncologique pendant la grossesse et de poursuivre la grossesse jusqu'à 37 semaines de gestation. Les résultats de la cohorte de 9 ans sont actuellement sous presse dans le Journal of Clinical Oncology et sont également rassurantes. On voit des résultats moyens pour le quotient intelligence et des résultats moyens pour la mémoire, l'attention et le comportement. Mais cette étude note que les enfants qui ont perdu leur mère à un jeune âge à cause d'un cancer ont un score réduit du quotient intelligence verbale. Donc, il est donc important d'encourager et de soutenir ces enfants à leur développement verbal. Lors de la planification de l'accouchement, il est important d'éviter autant que possible la prématurité, l'état de la mère le permettant. Si la chimiothérapie a été administrée pendant la grossesse, il est préférable d'attendre 3 semaines après la dernière administration afin de permettre une récupération de la moelle osseuse maternelle et fœtale. Pour le cancer du col de l'utérus, si aucune tumeur n'est présente, un accouchement par voie basse est possible. Mais s'il y a encore de la tumeur au moment de l'accouchement, un accouchement par césarienne est nécessaire pour éviter la récidive de la cicatrice d'épisiotomie, et aussi des métastases pulmonaires chez les enfants ont été décrites par Arakawa et al. Après un accouchement vaginal chez 2 mères présentant un carcinome cervical non diagnostiqué pendant la grossesse. Et pendant la césarienne, il est aussi important d'avoir une concertation entre les obstétriciens et les oncologues, car une hystérectomie ou une résection supplémentaire des ganglions lymphatiques ou para-aortiques ou pelviens peut toujours être effectuée après la procédure de la césarienne, mais pendant la même opération. Le pronostic des patientes enceintes atteintes d'un cancer du col de l'utérus est similaire à celui des patientes non enceintes, selon une analyse rétrospective de Halaska et al., qui ont comparé 132 patientes CIP à 256 témoins, appariés pour l'âge et le stade FIGO. Mais cependant, il s'agit d'un très petit groupe de patientes et d'ici à 3 ans, nous espérons publier une nouvelle analyse portant sur 350 patientes CIP. Ici, vous voyez toute l'équipe CIP de la KU Leuven sous la supervision de professeur Amand. Et je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions dans la salle? On va en avoir plein. D'abord, bravo pour votre topo, parce que vous avez réussi à rendre clair quelque chose qui ne l'est pas. En tout cas, on n'avait pas cette clarté dans la revue des cas qu'on a présentés auparavant. Sur la prématurité, on a pour habitude de dire qu'après 34, ça devient raisonnable. Je pense que 37, c'est peut-être attendre jusqu'à 37, c'est peut-être un peu risqué parce que on prend en balance les complications de la prématurité. C'est vrai qu'après 34, on est quand même. Par contre, ce qu'il faut faire et pas oublier de faire, c'est de leur faire des corticoïdes à ces patientes pour la maturation pulmonaire fétale. Oui. Mais on voit quand même que même entre 34 semaines et 37 semaines, il y a quand même une petite différence de quotient d'intelligence, mais il y a quand même une toute petite différence. C'est pas très grand, mais si on peut éviter, et surtout si une mère a commencé avec la chimiothérapie néoadjuvante, il faut la peine de la prolonger jusqu'à 34 semaines de grossesse, attendre les 3 semaines et après faire la césarienne à 37 semaines. Comme ça, on est sûr qu'on a laissé la grossesse autant. On lui a donné toutes ses chances. Et on a aussi donné le plus de thérapie pendant la grossesse que possible. Alors, je vais vous poser un dossier à la noix. Non, mais on est là pour ça. Donc, qu'est-ce que vous dites à une maman qui est à 25 semaines d'aménorrhée, donc un enfant étiqueté viable, qui ne veut pas attendre pour se faire traiter et qui n'envisage pas une chimiothérapie néoadjuvante? Ça, c'est un cas très difficile. Oui, mais on est là pour ça. Je pense que si la mère ne veut vraiment pas
commencer une chimiothérapie à ce moment. Ça va dépendre du stade. Si c'est un stade 1 à 1, peut-être on peut juste observer et on peut vraiment, tous les 2 semaines, voir le tumeur et une fois qu'il y a du croissance de la tumeur, on doit intervenir. Si c'est un stade plus avancé, je dirais, ouais, on ne peut pas attendre une thérapie, donc ce serait ou la chimiothérapie ou l'accouchement d'un bébé très prématuré. Mais à ce moment, la mère doit être très bien informée sur les conséquences d'avoir une telle prématurité. Donc, elle doit être conseillée par les néonatologistes dans un centre tertiaire pour avoir toute l'explication parce que ouais, ça peut avoir des conséquences de long terme. Donc, elle doit être vraiment bien informée à ce moment. C'est clair que c'est des dossiers qui sont à discuter au cas par cas. Merci d'avoir rappelé le risque de métastase chez le nouveau-né. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais c'est décrit. Et concernant le risque hémorragique, parce que l'autre crainte, c'est qu'un accouchement voie basse sur un col se termine en hémorragie cataclysmique. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Je n'ai pas vraiment l'expérience avec des hémorragies très fortes parce qu'on fait presque toujours une césarienne, donc on n'a pas des accouchements par voie basse à ce moment. Non, c'est un peu le problème, même avec le réseau INSIP. Donc, on a 75 centres qui donnent des informations dans notre base de données, 30 pays, mais c'est surtout les pays économiques plus avancés. Donc, on n'a presque aucun résultat, aucune information sur les patientes, surtout de l'Asie et de l'Afrique. On a des patientes de, par exemple, Colombia et Venezuela sont inclus, Canada, les États-Unis sont inclus. On a un centre dans Australie, donc on est quand même un peu partagé. Le centre, c'est européen, mais on a quand même un peu partout dans le monde, mais pas dans ce côté. Donc, il manque beaucoup d'informations sur ces patientes. Et le col de l'utérus, c'est plus fréquent. Mais pour le col de l'utérus, là, c'est le plus fréquent qu'on sait. Vitol, tu avais une question? Oui, une petite précision, s'il vous plaît, sur les protocoles de chimio. Donc, on a vu sur le diaporama, donc il y en a 2, soit en hebdomadaire, soit toutes les 3 semaines. Bon, un pour les adultes, entre guillemets, classiques. Hebdomadaire, c'est plutôt pour des patientes fragiles. Pourquoi il y avait du coup cette différence? Est-ce que c'était guidé peut-être par une toxicité particulière au niveau pédiatrique? Moi, je viens de Louvain et c'est là où le schéma hebdomadaire est standardisé. Donc, on utilise toujours le schéma hebdomadaire et on conseille souvent pendant la grossesse aussi le schéma hebdomadaire parce que la dose est un peu plus inférieure. Donc, s'il y a un risque d'accouchement de terme courte, la récupération de la moelle osseuse du mère et du fœtus est aussi plus court. Avec un schéma hebdomadaire, si un patient va accoucher 1 semaine, 10 jours après l'administration de la chimiothérapie, c'est ça qu'on aimerait éviter. Donc la récupération de la moelle osseuse est plus vite dans le schéma hebdomadaire. Oui, on a une autre question. Oui, si vous adoptez une attitude au-delà des 22 semaines où vous faites une chimiothérapie, donc vous faites une surveillance du col sous spéculum toutes les 3 semaines et IRM toutes les 6 semaines jusqu'à 37 semaines, j'ai bien compris? Oui. Okay. Donc on utilise beaucoup de l'IRM pour suivre ces patients. Et moi, j'ai une question très pratico-pratique par rapport au fonctionnement du réseau INSIP. Comment vous êtes organisé? Parce que nous, typiquement, pour ne serait-ce que recueillir nos cas, c'est les membres Francogynes eux-mêmes qui rentrent dans les dossiers, c'est moi-même qui est centralisé. Comment vous êtes organisé, vous, pratico-pratique, pour gérer les données de 30 pays?
Oui, donc on a un protocole qui doit être accepté dans tous les centres qui veulent participer au INCIP. Et à ce moment, on peut vous donner accès à une base de données REDCap, où c'est le centre même qui donne les bases de données. Et donc, on a une conférence annuelle qui, cette année, va prendre lieu à Copenhague, 11 et 12 mai. Et cette année, toutes les années, on demande à tous nos membres de vraiment remplir et de compléter la base de données. S'il y a l'intérêt sur un certain type de cancer, par exemple, on a juste publié un article sur la chimiothérapie pour les cancers du sein pendant la grossesse. On demande vraiment de remplir ces cas spécifiques. Donc, pour le moment, on est en train de demander de remplir vraiment les bases de données pour les cas pour le cancer du col de l'utérus. Mais donc, c'est les centres participants qui peuvent remplir et qui peuvent voir toutes les données de leur centre online. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la session. Merci beaucoup, Charlotte. Pas de problème.